Salut à tous, c'est Olivier. Vous êtes à la recherche d'un cadeau sympa pour un ou une triathlète? Pensez au livre Devenir triathlète des éditions Exuvie que nous avons coécrit avec Hermano, les frères Darvan, Valentin, Mehdi et Jean. On s'est posé à 7 pour couvrir tous les aspects de la pratique du triathlon. Qu'il s'agisse du matériel, des entraînements, de la prévention des blessures, de la nutrition, de la préparation mentale ou encore de la gestion du temps, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut pour débuter ou pour se perfectionner dans la discipline. C'est 263 pages illustrées et un plan d'entraînement pour chacune des distances. Et cerise sur le gâteau, il a été préfacé par monsieur Frédéric Van Lierde en personne, champion du monde Ironman 2013. Alors, si vous êtes convaincu et souhaitez faire plaisir à quelqu'un ou tout simplement à vous-même, filez le commander aujourd'hui sur www.ohana.boutique. Ça s'écrit www.ohana.boutique. Prêt pour un nouvel épisode? Alors, juste avant, je vous invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/commande. Vous pourrez retrouver notre livre sous la direction d'Olivier à 7 mains. On s'est mis autour d'une table pour vous proposer le meilleur pour savoir comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Je vous donne rendez-vous à la fin de cet épisode pour quelques derniers conseils. Allez, c'est parti pour devenir triathlète. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. Pour m'accompagner dans cet épisode, il y a Olivier de Scooter comme d'habitude. Salut Olivier. Salut Hermano, salut à toutes et à toutes. Et cette semaine, nous recevons une invitée à nouveau avec qui on va encore parler de triathlon, forcément, mais de triathlon un petit peu off-road. Je veux parler de Alizé Paty. Salut Alizé. Salut, bonjour à tous. Comment est-ce qu'on prononce pour être sûr de ne pas faire d'impair? C'est un peu la grande question. Alors du coup, ça se prononce Patiès vu que c'est un nom italien, on prononce toutes les lettres. Mais j'ai tendance à mettre un accent pour que les Français prononcent le S. T'as rajouté l'accent toi-même? Ouais. Il est pas sur ta carte d'identité, l'accent? Non, il est pas sur la carte d'identité. Ok. Ouais, décidément, les Italiens, ils sont partout. Hein. Enfin, je parle en connaissance de cause. Mais tu vois, peut-être que je devrais faire pareil avec mon nom de famille. Tu vois, il est pas toujours facile. Souvent en France, on a tendance à l'écorcher un petit peu. C'est un nom flamand, donc voilà. Bref. Alizé, on a une tradition dans le podcast pour commencer. On demande toujours à nos invités de se présenter. Donc, dis-nous tout. Qui est Alizé Patiès? Bon, alors du coup, je m'appelle Alizé, j'ai 27 ans, je suis originaire de Bourgogne. J'ai fait beaucoup de danse étant jeune, donc c'est vrai que je viens d'un milieu assez festif. J'en ai fait pendant 7-8 ans où je faisais de la danse moderne et de la danse cabaret. Et puis au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à aller dans un lycée plutôt sportif outdoor ou avec une section sportive. Et là, je me suis vraiment découvert dans tout ce qui est course à pied, bike and run, VTT, etc. Et voilà, j'ai essayé d'allier les deux parce que la danse c'était vraiment quelque chose que j'aimais bien. C'était complètement différent, donc un sport plutôt collectif et avec le sport outdoor qui est un sport plutôt individuel quand on fait du VTT. Et après voilà, mes parents m'ont demandé de choisir parce que c'était pas possible de faire les deux. Et voilà, je me suis tournée vers le VTT, donc plutôt un passé de cycliste et notamment dans le VTT. Et ça m'a amené aujourd'hui à faire du triathlon ou plutôt du Xterra. Parce que voilà, je passe un peu les étapes, mais j'en avais un peu marre de m'entraîner tous les jours sur une même discipline. Et voilà, je m'étais dit soit je me lance dans l'enduro ou soit je me lance dans le triathlon. Et voilà, je me suis lancée dans le triathlon et aujourd'hui je suis plutôt dans un cadre qui me donne envie d'en faire en étant sur Chambéry. Attends, parce que tu dis enduro ou triathlon, ça n'a quand même rien à voir. Ouais, tout à fait. Alors en fait, parce que tu disais que tu faisais du VTT, tu faisais du cross-country, c'est ça? Ouais, du VTT cross-country. Ok. Donc, on peut peut-être rappeler la différence pour ceux qui seraient pas familiers avec ces différents termes. Ouais, le VTT cross-country, donc qui est maintenant appelé le XCO. C'est un sport olympique où on a l'habitude de faire un même tour plusieurs fois, répété sur 4-5 tours et voilà, on court environ 1 heure et demie. Donc oui, c'est complètement différent de l'enduro qui est beaucoup plus freeride, on va dire, avec beaucoup plus de descente et un peu moins de parties roulantes.
même si ça peut exister. C'est moins roulant et en même temps il y a de la technicité dans l'enduro, mais c'est pas le cross-country. Typiquement, ça va être des virages où on est très fort en équilibre, où on va pas forcément, on va aller peut-être un peu moins vite dans les parties techniques, mais par contre prendre un peu plus de vitesse sur les parties roulantes. Ouais, Là où l'enduro c'est un peu plus le tracteur, c'est le 4x4 quoi. Tu passes à balle, t'as des petits jumps et tout, ce que t'as beaucoup moins en cross-country quoi. En enduro, on n'aura pas de montée. En fait, donc le poids du vélo est pas aussi important qu'en VTT cross-country. Par contre, en VTT cross-country, on a beaucoup de montées, beaucoup de descentes et peu de temps de récupération. C'est ce qui fait la différence. Et les conditions physiques sont pas forcément les mêmes. On va pas travailler les mêmes muscles. En enduro, on va plus être sur les bras, notamment en descente. Donc ouais, il y a des choses vraiment différentes. Ouais, et les vélos sont pas du tout les mêmes aussi. Oui, tout à fait, ouais. Suspensions sont pas pareilles. Et parce que tu parlais de XCO, il y a aussi le XCM, où tu pars d'un point A à un point B, donc pour des distances un petit peu plus longues. Ouais. Donc ouais, c'est la même chose, mais distance marathon, où là, c'est pas forcément une boucle et on part sur 60, 80, voire plus. C'est ça. Et donc on reste toujours dans le registre du cross-country, mais c'est juste que c'est un peu les deux disciplines principales dans le cross-country, quoi. Ouais, tout à fait. Voilà. Mais donc tu faisais du cross-country et là à un moment tu t'es dit ok, est-ce que je pars dans l'enduro? Donc effectivement comme tu dis un truc beaucoup plus freeride, enfin voilà, c'est un peu plus l'équivalent du je sais pas du ski de descente ou enfin voilà, c'est plus dans les sports un peu extrêmes entre guillemets. Ça se rapproche plus de ça, alors que triathlon, t'es dans, c'est vraiment des univers très différents. Je pense si tu prends un peu tu compares un peu les athlètes. D'un côté, t'as les triathlètes qui sont un peu plus, beaucoup plus geeks, tu vois, et beaucoup plus à cheval sur la nutrition, sur leur mode de vie, etc. Et puis les athlètes enduro qui sont un peu plus à la cool, comme les skieurs, comme les snowboarders, etc. quoi. Ouais, tout à fait. Je pense que j'étais un peu dans un moment de ma vie où j'avais besoin d'avoir un petit côté fun dans le sport, parce que c'est vrai que le vélo c'est assez strict comme discipline. Moi, j'ai pas trop connu le vélo sur route, même si j'en faisais en entraînement, mais déjà en VTT, on peut le ressentir. Et je pense que j'étais arrivée dans une période de ma vie où j'avais besoin d'avoir un petit côté fun, parce que c'est vrai qu'en enduro les terrains sont assez techniques et moi c'est ce que j'adore en fait dans le vélo, c'est ce que je kiffe et en même temps le Xterra je connaissais pas du tout et je retrouvais cette notion de VTT là-dedans et voilà, c'était un peu challengeant de se dire faut rajouter 2 disciplines et c'est 2 disciplines que tu connais pas du tout quoi. Et ce côté fun, tu l'as retrouvé où du coup? Dans le Xterra? Ouais. En fait, ce que j'aime bien, c'est que on fait jamais la même chose. C'est-à-dire que des fois, on peut se lever un matin et se dire bah voilà, j'ai pas forcément envie d'aller nager ou d'aller courir, bah je peux aller faire du vélo ou l'inverse, j'ai pas envie d'aller faire du vélo, bah je peux aller nager et courir. Et en fait, je m'ennuie jamais dans mes journées parce que je peux faire entre guillemets tout ce que je veux, enfin c'est-à-dire que c'est pas du tout redondant et toutes les journées sont différentes et c'est ça que j'ai beaucoup apprécié. Et malgré ça aussi, je pense que c'est le fait de toujours continuer la discipline mais d'une manière différente. C'est vrai qu'en Xterra c'est beaucoup moins technique qu'en cross-country et à mon désavantage d'ailleurs, mais c'est une autre façon de voir le VTT et j'arrive quand même à trouver du plaisir là-dedans et voilà, à continuer de faire ça. Mais t'as quand même toujours la même rigueur au niveau de l'entraînement, du mode de vie, la nutrition, etc. C'est pareil que dans le cross-country du coup, voire plus. Oui, je dirais il y a une rigueur comme dans tout sport. Si on veut performer, il faut qu'il y ait une certaine régularité. Consistency is the key. Hein. tout le temps, je me le répète parce qu'en vrai, c'est vrai, c'est super important. Enfin pour moi.
Mais par contre, je me prends pas la tête au niveau de la nutrition. On fait quand même des sports où on s'entraîne beaucoup avec beaucoup d'heures. Et si en plus on se donne une charge mentale à se dire il faut pas manger ça, il faut pas manger ci, et en plus on se restreint au niveau de la quantité, moi je sais que ça pourrait pas marcher dans mon cas. Donc je me prive pas, je mange ce que j'ai envie de manger. Bien sûr, je privilégie les choses saines, mais en tout cas je me mets pas de frein à ce niveau-là. Ok, ouais, enfin quand je parle de nutrition, c'est vrai que bon les triathlètes c'est pas forcément ils comptent pas forcément les calories, en général c'est pas tellement le sujet, mais c'est vrai que c'est plus de voilà faire attention effectivement à pas manger tout ce qui est junk food, etc. parce que ça va impacter ton système, tu vois, ton système immunitaire, ton microbiote, faire attention à manger convenablement par rapport à ta récupération, tu vois, genre de choses là où après bon c'est peut-être un peu une fausse image parce que moi je connais pas forcément le monde de l'enduro, le cross-country un peu plus, mais en tout cas l'image que j'ai c'est que ils sont beaucoup plus c'est plus du style à boire une petite bière, tu vois, après la sortie vélo, alors que les triathlètes c'est pas, tu vois, c'est pas catholique ça, tu vois, tu bois pas une bière après ton entraînement quand t'es triathlète en général quoi, tu vois, enfin je caricature un petit peu mais oui, c'est un petit peu l'idée quoi. Après, il y a un peu deux écoles dans la nutrition. Il y a un peu le côté Blumenfeld où, voilà, on se prive pas, et un autre côté où il y a des athlètes qui font super attention, mais après, ça dépend vraiment de la charge mentale que tu veux t'infliger. Et ce que j'ai bien aimé, moi, etc., c'est que on est un peu entre les deux, de l'enduro et du triathlète pur sur route. C'est que, même si on est vachement performant et on est vachement strict dans notre discipline, on se prend pas la tête sur des choses voilà telles que la nutrition ou j'ai pas d'idée comme ça en tête, mais en tout cas je me ressens moins de pression, on va dire, en extra, rien que sur la ligne de départ, que sur un triathlon sur route classique, que ce soit half ou autre. Ok. Bon, après il y a peut-être aussi des durées d'efforts qui sont pas les mêmes, je sais pas si ça change quelque chose, mais souvent le triathlon, triathlon sur route, il y a les deux évidemment, hein, mais je veux dire, voilà, sur Ironman, tu vas passer la journée, grosso modo, du début, de la ligne de départ à l'arrivée, alors que sur Xterra, bon, c'est plus court, quoi. Oui, bien sûr, on va pas dépasser les 4 heures max, et encore, c'est plutôt 3h30 max, vraiment, ouais. Quand c'est extrême. Ce que je veux dire par là, c'est que la gestion de la nutrition, par exemple, est un peu moins importante, on va dire, parce que tu dois moins habituer ton système digestif à bouffer des gels pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures. Enfin, tu vois, je veux dire, c'est à ce niveau-là que je me référais, quoi. Ah ouais, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce qui a fait que c'était quoi l'élément décisif qui t'a fait pencher pour le triathlon plutôt que l'enduro? Tout simplement parce qu'autour de moi, j'avais plus de personnes qui pratiquaient du triathlon. Donc ça m'a un peu poussée à aller de ce côté-là. Voilà, notamment au niveau des clubs, au niveau de mon entourage, et parce que j'habitais sur Dijon à l'époque, et pour faire de l'enduro à Dijon, c'est pas la folie. Ok. Donc, bon, maintenant tu nous as dit que t'étais à Chambéry maintenant, donc tu vas nous raconter ton terrain de jeu, mais je peux comprendre. Tu vois, étant belge et habitant à Bruxelles, et étant fan de VTT, parce qu'avant effectivement j'habitais à la montagne, je faisais du VTT et du cross-country, j'adorais ça. C'est vrai que quand je suis revenu en Belgique, j'ai assez rapidement laissé le VTT de côté, et donc je suis sur la route, quoi. Il y a la citadelle de Namur. Il y a la citadelle de Namur, c'est vrai. Mais de Bruxelles, c'est déjà une petite trotte, mais ça se fait, ouais, ça m'arrive de faire de temps en temps. Mais bon, ça reste, c'est pas très long, hein. Oui, ouais, c'est sûr. Oui, citadelle de Namur, du coup j'imagine que tu fais allusion parce que tu as dû la connaître sur un des Xterra, le Xterra Belgique, c'est ça? Je l'ai jamais faite cette course. D'accord. Parce que okay. Quand j'ai commencé, t'auras l'occasion l'année prochaine, puisque le Xterra revient justement sur la citadelle de Namur. Tout à fait. Voilà, l'année prochaine. Il avait été délocalisé pendant un moment. Ok. Donc du coup, tu te mets au triathlon. On est en quelle année là? On est en 2018. Ok. Donc c'est assez récent en fait. Ouais. Ça fait 4 ans. Ouais. Ça fait 4 ans que tu fais du tri, quoi. Ouais.
C'est impressionnant. Ça fait 4 ans que j'ai appris à nager. Ok, bon alors là tu vois on a eu Solène Binois là il y a pas longtemps sur le podcast qui nous racontait un peu la même chose. Voilà, ça fait 4 ans je crois qu'elle a appris à nager, 2 ans qu'elle fait du triathlon, enfin un truc comme ça quoi. Donc c'est alors soit c'est une constante dans le extérieur et à chaque fois les athlètes qui performent le plus sont assez récents, mais il y a un truc là en tout cas. Par rapport à tu sais, on a eu des Sam Laidlow ou je crois que c'était Julie Yemolo aussi qui avait commencé très tôt le triathlon. Enfin voilà, il y en a pas mal. Il y a toute une génération d'athlètes comme ça qui disent bah oui, bah moi le triathlon j'en fais depuis que j'ai commencé entre 5 et 10 ans, donc c'est normal. Et puis après il y a les athlètes qui disent non moi j'ai commencé ça il y a quelques années. Enfin 2018 en fait c'est comme moi, tu vois, moi j'ai commencé aussi le triathlon dans ces années-là. Bon, on n'a pas le même on n'a pas le même niveau quoi. Bon, mais raconte-nous un petit peu alors comment ça s'est passé tes débuts dans le tri. Donc du coup, je suis restée sur Dijon pour déjà commencer à avoir une régularité au niveau de la natation, parce que c'est vrai que c'était épique au début. En 1h30, je faisais 3000 mètres quoi, et j'étais oxy quoi. Donc je suis passée de 1h30 3000 mètres à maintenant où voilà c'est beaucoup plus facile, mais j'étais dans un club à Dijon et ça m'a vraiment aidé d'avoir cette inertie là avec un groupe et de pouvoir m'entraîner avec quelqu'un qui me suit. Donc voilà, je suis restée pas trop longtemps sur Dijon parce qu'en fait j'étais dans une année de césure avec mes études, donc j'ai passé 6 mois en stage. J'étais chez Luxicle à Nevers, et ensuite je suis partie en Nouvelle-Zélande pendant 4-5 mois où voilà, j'avais dit à mon école que j'avais un projet sportif, donc c'était de me qualifier au championnat du monde etc. en amateur, parce que j'ai commencé en amateur. Okay. Donc voilà, je suis partie à l'aventure en Nouvelle-Zélande et pour me qualifier. Attends, parce que du coup il y avait une course là-bas sur laquelle tu comptais te qualifier, c'est ça? Oui, alors là-bas en fait il y avait 2 courses, une sur l'île du Sud et une sur l'île du Nord. Et en même temps ça me permettait de rendre un projet sportif à mon école. Je devais rendre un dossier et j'avais un ami qui était venu avec moi aussi qui avait un projet sportif mais plus basé sur le semi-marathon. Ok, c'est quand même sympa d'avoir des projets sportifs comme ça. Mais tu t'étudiais quoi? J'étais en école de commerce à Kedge, à Lumini, c'est à Marseille. Ok. Et alors, comment est-ce que tu fais pour être dans une école de commerce et faire passer un projet sportif où tu vas t'entraîner pendant 4 mois en Nouvelle-Zélande? On fait comment? Alors en fait, souvent dans les écoles de commerce, t'as une année de césure, c'est comme ça que ça s'appelle, où pendant cette année de césure, t'as plusieurs possibilités. Soit tu peux partir en université partenaire, donc faut passer des espèces de concours, et en même temps faut avoir un TOEIC ou un TOEFL, ou alors tu fais une alternance, ou bien tu fais ce que j'ai fait, 6 mois de stage et 6 mois à l'étranger, ou alors tu peux faire juste 1 an à l'étranger. Mais moi j'avais quand même envie de faire 6 mois de stage. Ok. Alors je savais pas du tout que c'était quelque chose comme ça, assez aussi standard, aussi classique dans les écoles de commerce. Je connaissais le stage et l'échange universitaire à l'étranger, ouais. Mais ok, assez intéressant. Et pour toi, il y en a pas beaucoup qui font ça. J'imagine la plupart, ils font plutôt un stage en entreprise. Bah, il y en a beaucoup qui font l'alternance parce que déjà une école de commerce privée c'est cher, c'est vraiment pas donné, et parce que ça donne de l'expérience, et maintenant les entreprises elles demandent beaucoup d'expérience avant d'avoir les compétences, donc c'est des fois c'est un peu compliqué pour nous quand on sort d'école de commerce. Donc oui, il y a eu beaucoup plus d'alternance. Et après, les universités partenaires, en fonction des universités qui étaient proposées, ça valait plus ou moins le coup d'y aller, mais il fallait quand même avoir une idée de la suite, en tout cas du métier que tu voulais faire. Mais donc du coup, c'est quand même un peu handicapant de te dire je vais faire un projet sportif et en fait je vais pas avoir cette expérience professionnelle que j'aurai après dans mon travail. Donc à ce moment-là, tu te voyais déjà faire une carrière dans le sport? Non, pas du tout. Ok. C'est venu vraiment. Donc t'as pris un risque quand même. T'as un peu suivi ton cœur, quoi.
Ouais, enfin le sport ça a toujours été pour moi important. Donc c'est un peu une philosophie de vie et puis c'est pour ça aussi que j'ai fait la moitié de mon année dans une entreprise de sport pour aussi me donner une idée de ce que ça peut être et est-ce que ça me plaît vraiment. Est-ce que j'aime le sport parce que j'aime faire du sport ou est-ce que j'aime aussi travailler dans le sport et voilà, c'était l'occasion de tester. Et conclusion du coup? Bah conclusion, c'était enrichissant de travailler dans une entreprise de sport donc chez Luxicle. Bon Nevers c'était moins c'était moins fameux mais non c'est quelque chose que j'ai vraiment aimé et j'ai failli on va dire me diriger sur ce genre de choses et peut-être que j'aurai l'occasion après de parler de ça mais rapidement je me suis rendu compte que c'était maintenant ou jamais si je voulais essayer quelque chose dans le sport en tout cas en tant qu'athlète. Oui, tu pourras toujours rattraper entre guillemets les années de retard au niveau au niveau de enfin en gestion en tout cas la vie en entreprise pour pour rester large mais alors que le sport effectivement c'est vrai que t'as pas la même forme à 27 ans qu'à 37 quoi. Ouais, voilà, tout à fait. Et pourquoi la Nouvelle-Zélande? C'est pas le plus proche? En fait, j'avais envie de partir dans un pays loin parce que je me suis dit j'aurais peut-être sans doute jamais l'occasion de partir aussi loin. Moi, au début, je voulais partir en Australie, mais la personne avec qui je suis partie avait horreur des animaux un peu dangereux, donc on s'est plutôt mis sur la Nouvelle-Zélande. Et au final, il y a moins d'animaux dangereux en Nouvelle-Zélande? Non, il y a pas de requins, okay. D'araignées bizarres, etc. Donc par contre, il y a beaucoup plus de catastrophes naturelles qu'en Australie. C'est un peu le petit bémol. Mais non, du coup, on est parti en Nouvelle-Zélande et franchement, c'était juste grandiose. Si un jour vous avez l'occasion d'aller dans un pays, ouais, ça a l'air magnifique. Je suis jamais allé, mais ça a l'air magnifique, ouais. Et quand tu dis catastrophe naturelle, c'est quoi? T'as vécu des trucs en particulier là-bas? Non, moi j'ai pas vécu de choses, mais il peut y avoir des cyclones, des tremblements de terre, des choses vraiment fortes quoi qu'on n'a pas en France. Ouais, pas très fun non plus quoi. Ok, et il y avait pas un côté stratégique aussi de se dire je vais aller sur une course lointaine où l'extérieur est peut-être moins connu qu'en Europe et donc du coup j'aurai peut-être plus de chances de me qualifier? Et en fait en Nouvelle-Zélande, enfin en tout cas en Australie, il y a un niveau de dingue en Nouvelle-Zélande, hein, c'est possible. c'est dans leur culture de faire du sport. Donc c'est vraiment pas comme en France. On pousse les enfants dès leur plus jeune âge déjà à nager, donc c'est obligatoire. Nous quand on a été dans les piscines, on a trouvé ça dingue le nombre de personnes qui savent bien nager. Et c'est vraiment dans leur culture le sport. C'est-à-dire qu'en France, c'est encore compliqué de dire à quelqu'un que t'es triathlète professionnel. Limite, on te prend comme un moins que rien, quoi. C'est limite pas un métier pour certains. Alors que là-bas en Nouvelle-Zélande, c'est voilà, t'es vraiment une réussite et ils admirent ce que tu fais, quoi. Donc il y a une reconnaissance au niveau du sport qu'on n'a pas en France et les gens sont hyper matures, hyper gentils, ils ont vraiment le cœur sur la main quoi, c'est vraiment un autre monde. Ça fait un petit peu écho avec notre épisode qu'on a fait avec Pierre Lavoie qui parlait justement beaucoup de ce côté tu sais culturellement l'importance du sport et aussi au niveau politique, au niveau santé publique de mettre en fait la place que le sport prenait pour les enfants dans l'éducation, etc. Et donc c'est vrai qu'il y a probablement une similitude entre Nouvelle-Zélande et Canada à ce niveau-là. Quelque chose qu'on met peut-être pas suffisamment en avant chez nous. Et c'est vrai que comme tu dis, alors après je connais pas le niveau des piscines en Nouvelle-Zélande, mais c'est vrai qu'en réalité quand tu regardes les piscines en France ou en Belgique, de manière générale, bon sauf quand t'as un cours de natation ou un club de triathlon qui vient s'entraîner, mais je veux dire en dehors de ça, c'est vrai que il y a beaucoup de gens en fait qui nagent très mal quoi. Ouais. Oui, et c'est surtout que
des fois c'est par l'éducation. Une personne, je sais pas, un parent qui va avoir eu une mauvaise anecdote en étant enfant avec l'eau, il va pas vouloir forcément mettre son gamin à l'eau, et c'est dommage parce que c'est à cet âge-là qu'il faut commencer à apprendre à nager, quoi. Et là-bas, les piscines, ça m'est arrivé d'aller à Auckland et il y a plus de 20 couloirs de piscine, quoi. Des fois il y a des trucs, c'est dément. Ah oui. Ouais, c'est... Ouais, donc même les infrastructures sont là aussi, quoi. Ouais, il y a vraiment beaucoup d'infrastructures, mais pas que pour la natation, rien que pour les sports collectifs aussi, le rugby notamment, tout ce qui est basket, etc. C'est vraiment une autre dimension, quoi. Bon, après, ils sont sur une île aussi, donc la natation, j'imagine que t'es quand même plus souvent confronté à l'eau, quoi. Oui, j'imagine que si tu vis à la montagne, tu sais, dans les Alpes, c'est pas pareil. C'est clair. Ok. Ok, hyper intéressant. Bon, et donc du coup, tu t'es qualifié ? Oui, du coup, j'ai réussi à me qualifier pour les championnats du monde. Donc, je suis partie en février en Nouvelle-Zélande et je suis rentrée fin juin. Donc, j'ai fait 2 Xterra là-bas. Et ensuite, en juillet, j'ai fait le Xterra France. Et après, je suis partie à Hawaï pour le mois d'octobre. Ok, excellent. Et ça a donné quoi cette première expérience championnat du monde ? Du coup, j'ai réussi à gagner dans ma catégorie d'âge. Donc, j'étais super contente. Moi, quand je suis allée à Hawaï, ce qui m'a beaucoup impressionnée au début, c'était surtout les vagues. Parce que j'avais jamais nagé dans des grosses vagues. Et ça m'a vraiment fait peur. Au départ, c'est vraiment ce qui m'a fait. Parce qu'en Nouvelle-Zélande, t'as pas de grosses vagues comme ça ? Non, t'as pas, en tout cas pas dans la saison où on était. Il y avait pas énormément de vagues. Donc ouais, c'était assez épatant au début de se dire je vais me lancer dans des vagues comme ça. Donc j'étais contente en sortant de l'eau de me dire c'est bon, j'ai passé l'étape de la natation. Ok, et donc super, victoire dans ta catégorie d'âge, t'étais donc à ce moment-là en amateur. À quel moment tu décides d'avancer ? Enfin, parce que à ce moment-là, c'était quoi ? C'était le mois d'octobre. T'avais terminé tes études à ce moment-là ? Non, t'étais encore aux études ? Non, j'avais pas terminé mes études encore. Ok. J'avais encore un stage de fin d'études de 6 mois que j'ai fait à la fédération de cyclisme du coup à Saint-Quentin-en-Yvelines. Okay. Et c'est sympa quand même comme stage, je t'envie un peu là. J'ai pas fait ça, j'ai fait l'école de commerce, tu vois, mais j'ai pas, bon, mes stages étaient différents, on va dire. J'étais bien aussi, hein, mais. Ouais, non, franchement, c'était top de travailler à la fédération. Donc non, mes études n'étaient pas finies. C'est quoi, t'as découvert quoi à la fédération ? C'est quoi comme type de job ? Dis-le tout. Donc moi, j'étais plus dans la communication et le marketing. Donc voilà, j'étais présente sur les événements que la Fédé faisait ou auxquels on pouvait participer. J'aidais à faire des campagnes, des nouvelles campagnes de marketing. J'ai fait des newsletters. Enfin voilà, j'ai fait tout ce que le pôle communication marketing peut faire. Après, dans une fédération, c'est quand même beaucoup politique, donc c'est encore un peu différent dans une entreprise. C'est quand même assez spécial, faut le reconnaître. Mais ça m'a beaucoup apporté. Et moi, j'avais un mémoire à faire. Et du coup, moi, je l'ai porté sur le sport au féminin. Et je me suis orientée après, à la fin de mon mémoire, plus sur le cyclisme féminin et la médiatisation de ce sport. Sujet hyper intéressant et hyper tendance aussi. Tout à fait, ouais. Mais ça évolue, mais ça évolue petit à petit. Ouais. Ok. Ouais, tu vois, j'ai une petite idée en tête, un truc que je me dis qu'il faudrait faire depuis longtemps. C'est une petite, une petite job board qui reprend un peu tous les jobs actuels dans le sport, parce que je pense qu'il y a énormément de gens qui ont envie de bosser dans le sport, ils savent pas forcément comment s'y prendre, etc. Donc c'est peut-être un truc à faire en plus en parallèle du podcast. Ouais, carrément, c'est voilà. Super intéressant.
S'il y a des demandes, en tout cas, faites-le nous savoir dans le groupe Facebook ou autre, et on verra s'il y a quelque chose à faire. Mais ouais, non, c'est clair, c'est passionnant de pouvoir bosser là-dedans. Donc tu fais ton stage, et puis t'as ton diplôme. T'as terminé quand du coup? Du coup, j'ai terminé, j'ai vraiment eu mon diplôme début 2020. Okay. Donc voilà, j'ai terminé en février 2020. Le bon moment pour se lancer sur le marché de l'emploi. Le meilleur Tout moment. à fait. Ouais. L'emploi et le sport d'ailleurs. Ouais. Donc ouais, non, 2019, j'ai continué le Xterra en étant en élite, mais j'étais étudiante. Donc voilà, je devais concilier entraînement, triathlon et études. Et en 2020, donc voilà, j'ai été diplômée. Et je savais pas trop ce que je voulais faire, mais je voulais vraiment tenter l'expérience de faire que du sport entre guillemets. Donc malheureusement, il y a eu le Covid, très très compliqué à gérer pour un début d'année. En même temps, je me suis dit dans le milieu de l'emploi, ça va être compliqué aussi de trouver un travail. Donc autant commencer à faire du sport. Donc voilà, j'ai commencé comme ça. Ok, oui c'est ça, tu t'es dit de toute façon j'ai pas trop le choix, donc en fait c'est le destin, je vais aller m'entraîner comme ce que beaucoup de gens ont fait hein, finalement. Oui. On a mis un peu nos ambitions professionnelles, enfin ouais, on s'entend, de côté pour se dire bah en fait je vais surtout faire un peu plus de sport et prendre un peu de temps pour moi et voilà quoi. Tout à fait. Ok, et tu disais t'étais déjà élite, quand tu dis donc sportif élite, c'est-à-dire tu étais passé dans la catégorie pro? Ouais, tout à fait, ouais, c'est ça. Ok, et ça t'as fait ça quand après ton championnat du monde? Ouais, du coup, en fait, souvent quand tu gagnes dans ta catégorie d'âge au championnat du monde, ils te conseillent un peu d'aller en élite pour que ça tourne au niveau des age group, on va dire. Mais c'est plus donc t'avais un peu de pression. Non, ils m'ont pas du tout mis la pression, mais c'est moi aussi, j'aime bien me challenger et je me suis dit, bah, si la première année, je suis championne du monde dans ma catégorie d'âge, bah, je passe élite. Oui, c'est que t'avais ta place, quoi. C'est ça. Je vais apprendre avec les élites, quoi, donc, oui, surtout que bon, t'as 27 ans quoi. Enfin, je veux dire ta catégorie d'âge, enfin, tu vois, c'est pas comme si les moins de 20 ans, parfois c'est un peu plus facile parce que t'as peut-être un peu moins de gens. Les au-delà de 50, les plus 55, etc. Ça devient aussi un peu plus facile parce que forcément t'as encore un peu moins de monde. Mais 27 ans là, t'es quand même dans la tranche. Les 25-35 grosso modo, c'est le plus difficile pour se qualifier. Enfin, en tout cas pour gagner, pour faire un bon classement. Ouais, ah bah après, à l'époque, j'étais en 20-24, donc... Ok. Vu que c'était il y a 4 ans, mais oui, okay. C'est sûr que c'est les groupes d'âge où il y a le plus de monde. Mm-hmm. Oui, donc c'est vrai qu'en fait, toi, t'as commencé le triathlon, et sur ta première année, directement, il s'est passé tout ça, t'es parti en Nouvelle-Zélande, tu t'es qualifié, t'as gagné, t'as été championne du monde dans ta catégorie d'âge, alors qu'un an plus tôt, tu savais pas nager? Ouais. Bon, ok, on n'est pas tous câblés pareil. Bon, après, j'ai l'impression qu'il y a un peu une constante comme ça, tu vois. J'ai l'impression de me répéter au fil des temps avec les épisodes les uns après les autres, tu vois. Non, mais mes premières natations, en fait, la première année en age group, ce qui m'a sauvée, c'est le VTT. Clairement, je sortais de l'eau avec tellement de retard. Je sais pas, sur 1500 mètres, mais mon premier Xterra, j'ai dû mettre 27 minutes. Enfin, c'était hyper long, quoi. Mais en fait, j'avais tellement un bon niveau en VTT, vu que je venais du VTT, que je rattrapais tout le monde en VTT. Et après, en course à pied, là, par contre, je me dis, oula, faut tenir bon parce que c'est courir après un vélo quand tu as pas l'habitude. C'est difficile, ouais. Non, mais déjà de base, courir, quand t'es cycliste, que tu fais beaucoup de vélo et que tu te mets à courir, c'est déjà très bizarre. Enfin, moi, je me souviens, à l'époque, je faisais justement pas mal de vélo, du cross-country, justement.
Et un jour, j'ai un pote qui me dit, ah bah tiens, viens, on va aller faire un petit trail, on va monter la montagne là en courant, et puis après on fait notre sortie à vélo. Je dis, bah oui, ok, facile, tu vois. Enfin, je veux dire, j'ai une bonne condition, je m'entraîne presque tous les jours, il y a aucun souci, je pourrais courir la montagne sans problème. Et en fait, tu te rends compte que bah c'est pas du tout les mêmes chaînes musculaires, c'est pas du tout le même effort, et ouais, et clairement, j'en ai chié comme jamais, quoi. Ça rappelle des bons souvenirs. Ouais, c'est clair. Et du coup, je suis remonté sur mon vélo et là j'en ai vraiment chié là où d'habitude ça allait très bien. Donc je confirme, c'est pas du tout la même chose. Mais donc bon, donc du coup la course à pied, tu t'es habitué assez rapidement. Et la natation aujourd'hui, tu sors comment de l'eau? Je suis pas la meilleure nageuse, mais j'arrive à être dans un groupe, donc ça me permet après de partir à vélo sans avoir trop de retard, on va dire. Mais ça m'arrive de prendre 1 minute dans l'eau encore. Hein. Je prends, sur les meilleures nageuses, je prends 1 minute 30. Après, je sais qu'en VTT, on part pour au moins 1h30, donc je sais qu'en 1h30, je peux reprendre 1 minute 30. 1 minute 30, ça va. Enfin, si tu vois. Moi, si j'avais que 1 minute 30 derrière les premiers, je serais content. Tu vois, ok. Mais donc, bon, joli. Et comment t'as fait pour progresser comme ça? Alors, tu nous as dit, hein, tu t'es mis dans un club à Dijon, mais c'est quand même intéressant, tu vois, tu dis, ouais, j'étais pas une très bonne nageuse, j'ai découvert un peu la natation, sauf que t'as quand même parvenu à faire des performances assez incroyables, parce que même 1 minute 30 derrière les premiers, ça reste vachement bien. Comment t'as fait pour progresser comme ça en natation? T'as fait beaucoup de volume, t'as eu un super coach, c'était quoi le déclic? Au début, j'ai beaucoup galéré. En fait, ma mère a fait 10 ans de natation. Elle était brasseuse, donc elle a fait beaucoup de natation. Donc c'est vrai qu'au début, elle m'a un peu aidée. Je lui en ai voulu parce que du coup, moi, je voulais pas qu'elle m'apprenne à nager quand j'étais plus jeune. Je sais pas pourquoi, mais ouais, c'est dommage parce que j'aurais gagné du temps aujourd'hui. Mais ouais, tout ça pour dire qu'en fait, j'ai commencé vraiment doucement, vraiment à prendre les bases, la technique surtout. Et moi, j'ai fait beaucoup de visualisation. Donc moi, ça marche beaucoup sur moi de regarder des vidéos et puis de voir un peu les meilleurs nageurs, comment ils nagent et les techniques de nage. Ça me fait vraiment du bien et j'ai l'impression de pouvoir le retransmettre dans l'eau quand je me concentre en natation. Donc au début, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et sinon, la régularité, j'ai dû faire pas mal de renforcement du haut du corps parce que du coup, j'étais pas du tout musclée. En faisant du VTT, c'était vraiment compliqué, quoi. Donc un peu de renforcement pour pas se blesser, pas avoir de tendinite ni rien, et puis être suivi aussi par quelqu'un qui te regarde en nageant, et de prendre des vidéos aussi parce que des fois on a l'impression qu'on fait bien le geste mais en fait pas forcément. Donc ouais, ça a été un peu allié tout ça, quoi. Ok. Donc, et quand tu parles de visualisation, parce que là tu disais c'était regarder les bons mouvements, donc analyser des vidéos, etc. sur la technique. Tu parles pas de la visualisation de te projeter au moment de la course, au moment de l'effort, ou bien tu faisais ça aussi? Au début c'était vraiment en entraînement, c'est-à-dire que je regardais une vidéo avant d'aller nager par exemple. Je regardais soit des éducatifs ou soit des personnes qui nageaient en fonction du retour de bras, en fonction de leur plan, en fait, de leur séance. Et ça m'a beaucoup aidé neuromusculairement, on va dire, de voir ce genre de choses. Et c'est un peu de la prépa mentale en soi, c'est préparer son cerveau à ce qu'il va devoir faire techniquement et physiquement. Ok, ouais, c'est intéressant. C'est intéressant pour ceux qui nous écoutent. Et tu disais avoir des retours aussi de quelqu'un qui te regarde et qui te corrige. C'est quoi? Toi, t'étais en club de toute façon, donc t'avais d'office. Il y avait systématiquement un coach qui encadrait et qui te donnait du feedback. Ouais,
Ouais. Donc, et il a beaucoup été là pour me conseiller parce que c'est vrai que quand on commence, on est un peu déprimé au niveau de la natation. Non, mais c'est vrai. Hein, enfin. Non, c'est clair, c'est très ingrat en fait au début. Ouais, c'est vraiment ingrat et des fois j'en avais vraiment marre, faut dire ce qui est. Je me disais mais là je vois pas du tout d'évolution. C'est dur de persister quand t'es fatigué, quand tu sais pas comment faire et en fait au bout d'un moment t'as un déclic et ça fait du bien donc du coup ça te donne encore envie d'avancer et c'est un peu comme ça dans tous les sports, en vélo, en course à pied, faut persister et après t'as un déclic. Et bah après, plus t'as un bon niveau, plus le déclic est plus long et ça prend du temps, mais ouais, faut vraiment pas lâcher et avoir confiance en soi, quoi. Et surtout aux gens qui t'entourent. Mais moi, ce déclic, je trouve qu'il est d'autant plus important en natation. Enfin, tu vois, on dit souvent la natation, ça fonctionne par paliers. Tu vois, enfin moi, ces paliers, je les connais pas à vélo ou à pied. Je vois que je progresse, mais c'est une progression un peu continue, tu vois, alors que la natation, j'ai l'impression que, et je m'en souviens encore très bien, hein, je sais que j'ai eu 2-3 paliers depuis que je nage, et je sais très bien à quoi c'était dû, etc. Tu vois, après une course où en fait psychologiquement je me suis rendu compte que bah oui j'étais capable de faire 1500 mètres d'un coup en eau libre avec des gens autour de moi qui me donnaient des coups de coude et des trucs. Tu vois, ça m'a fait, ça a été un déclic. Et puis je suis retourné en piscine après ça, je me dis en fait j'ai l'impression que j'étais beaucoup plus à l'aise dans l'eau. Et j'ai vraiment eu ces paliers, cet effet de palier, je les ai beaucoup moins eu dans les autres sports. T'as eu ça aussi toi? Ouais, j'ai eu cette notion de palier-là et je l'ai surtout eu en faisant du renforcement. Parce que moi, j'étais vraiment nulle du haut du corps, hein. J'avais une asymétrie, c'est que j'arrivais bien d'un bras et l'autre, j'avais pas de force. Donc il a vraiment fallu se remettre à niveau rien que pour ça. Et puis ensuite, faire aux sensations et à ton feeling. C'est vraiment une notion de feeling et je dirais de souplesse parce que moi j'ai commencé et je suis un peu une fille nerveuse qui fait un sport de debout quoi, du VTT, c'est un peu un sport de hargne quoi. Donc t'arrives en natation, il faut être quand même détendu, souple au niveau des bras, c'est vraiment différent donc il y a eu tout un travail aussi de souplesse. Ah, c'est clair que si tu t'excites dans l'eau en général ça fonctionne pas forcément. Ouais. À part avoir le cardio à 180, ça fait pas. Ouais, c'est ça. Ça marche pas trop. Et tu disais. C'est marrant que tu nous dises que t'es pas trop gainé du haut du corps parce que en VTT c'est un peu comme en course à pied, ça fait quand même travailler toutes les chaînes musculaires. Alors évidemment les jambes bien sûr, mais le haut du corps ça a son importance aussi. Et c'est quelque chose que tu n'avais jamais travaillé avant et que tu as découvert justement avec la pratique de la natation et qui maintenant est intégré dans ta routine. Bah en fait quand j'ai commencé le vélo je faisais un peu de renforcement, on va pas se mentir hein, je faisais du gainage latéral, costal, mais enfin je faisais pas des choses de ouf. Donc oui c'est vrai que le haut du corps c'est hyper important, mais moi j'ai commencé, j'étais en junior 2 donc c'était pas dans mon optique on va dire de performer et d'être au top niveau parce que quand j'ai commencé déjà c'était de découvrir la discipline. Et oui, je faisais un peu de PPG, mais ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant, quoi. C'est complètement différent et maintenant je me rends compte qu'en fait c'est hyper important en VTT aussi d'en faire sur le haut du corps, mais encore plus quand tu fais de la natation, quoi. Je veux dire tous les mecs ou les nanas qui font de la nage, ils en font même des fois presque tous les jours. Et en triathlon, c'est super important, moi je trouve. Après, il y en a qui ont pas besoin d'en faire. Hein. J'ai entendu le podcast de Sam Ledlow qui disait qu'il en faisait pas. Mais on n'est pas tous fait pareil, en fait. C'est Frédéric Van Lierde, pareil. Ouais, non, mais il y en a qui en ont besoin, il y en a qui en ont pas besoin. C'est vraiment individuel, ça dépend vraiment de chacun. Ouais, bah après, je pense qu'il y a des gens qui ont aussi un espèce de talent inné que les autres ont pas forcément. Enfin voilà, c'est comme tu dis, on est tous un peu différents, mais c'est vrai qu'il y a quand même une constante. Enfin, la majorité des gens qu'on voit, notamment sur le podcast et puis même, autour de moi, il y a rien à faire. Le renforcement musculaire, souvent, c'est un truc qui revient. C'est que c'est nécessaire, quoi.
En fait, moi, je trouve que c'est hyper important, rien que pour le long terme. Moi, j'en pratique beaucoup parce que au début, c'était pour la prévention des blessures. Et maintenant, c'est c'est comme construire une maison. Il faut construire les bases et ça nous permet de durer dans le temps. Et surtout quand on vient d'un sport qui est pas porté, d'un sport porté, pardon. C'est encore plus difficile de faire, par exemple, de se mettre à courir ou de faire un sport qui est pas porté, et le corps il subit beaucoup, et c'est intéressant de faire du renforcement. Oui, et puis il y a en fait il y a renforcement et renforcement. Enfin, je veux dire, il y a différents niveaux de renforcement musculaire. Tu vois, dans la PPG, tu peux faire la PPG 5 minutes par jour pour faire un peu de gainage, et en soi c'est très bien, et ça va t'aider un peu dans ta prévention des blessures, comme tu disais, faire un peu de proprioception, mais léger. Et puis il y a le renforcement musculaire un petit peu plus costaud, où en fait tu vas aller chercher vraiment de la force, parce que t'as besoin de la force sur ton vélo, t'as besoin de la force pour nager, etc. Et d'ailleurs, quand tu fais la natation, c'est pas du tout la même PPG que si tu fais du vélo, quoi. Tu vas aller renforcer quoi? Tu vas aller renforcer tes épaules, tu vas aller travailler tes dorsaux, etc. Et voilà. Et ça, c'est pas du tout des exercices que tu dois faire sur le vélo. Au contraire, à vélo, plus tu vas prendre du muscle au niveau des dorsaux, au plus tu vas avoir du poids. Enfin, ça te sert pas vraiment sur le vélo, tu vois. Donc clairement, c'est très différent. Et ouais. Et je pense que c'est vraiment c'est un peu une quatrième discipline dans le triathlon, quoi. Ouais. Et tu disais que t'avais une asymétrie aussi. C'était lié à quoi, ça? En fait, je l'ai eu surtout au niveau des jambes. J'ai fait beaucoup de fractures de fatigue au tibia à gauche. En fait, j'ai fait de la danse pendant 8 ans, notamment du cabaret, donc beaucoup de grands écarts, beaucoup de jetés. Et en fait, mon tibia a un peu morflé, je pense. Et j'étais pas du tout musclée au niveau du pied. Et en fait, je me suis rendu compte que plus j'avais de la vitesse en course à pied, plus j'avais mon pied qui s'affaissait vers l'intérieur. Et du coup, c'était tout mon tibia qui prenait les chocs. Qui prenait, quoi. Et c'est comme ça que je me suis dit, une fracture de fatigue, 2 fractures de fatigue, va falloir faire du renforcement. Mais je suis tombée sur les bonnes personnes et qui m'ont aidée et qui m'ont dit pourquoi j'avais ça et qu'est-ce qu'il fallait faire aujourd'hui, quoi. C'est rien à voir, mais le cabaret, ça ressemble à quoi? Je vois pas du tout. C'est un peu comme le Moulin Rouge, sauf que j'étais pas dénudée, j'avais des vêtements. Mais ouais, c'est du French Cancan, c'est des choses comme le Moulin Rouge. Je sais pas si t'as déjà eu l'occasion de voir des vidéos ou quoi, mais vaguement, mais ok, je ferai mes recherches. Ok, non mais c'est marrant. Mais là coup, aussi, tu vois, c'est marrant parce que tu me dis que tu faisais pas beaucoup de renfo, t'avais une asymétrie, mais la danse, et en particulier la danse un peu cabaret, le French Cancan, c'est quand même vachement énergique, quoi. C'est pas de la danse de ballet. Ouais, c'est vachement énergique le French Cancan, mais c'est tout dans les jambes. C'est pas tant dans le haut du corps parce que on fait beaucoup de lancers de jambes, de grands écarts, on fait un peu la roue, ça arrive, mais je veux dire, on n'a pas tant besoin du haut du corps que ça. C'est surtout le cardio et les jambes. Donc c'est vrai que c'est complètement différent, et c'est aussi pour ça peut-être que quand j'ai commencé à courir, en faisant des tests, on s'est rendu compte qu'en fait j'étais pas si mauvaise que ça au niveau des jambes, mais que par contre il y avait du renforcement à faire. Ok, donc en fait le cabaret c'est une bonne préparation pour le triathlon, c'est ça la conclusion? Au niveau de la souplesse, je sais pas, mais au niveau du cardio, oui, peut-être. Pour la natation, c'est bien la souplesse. Oui, tout à fait. Donc tes grands écarts, bon après, le grand écart c'est peut-être moins important, mais en tout cas la souplesse au niveau des chevilles, au niveau des épaules, etc. C'est quand même un avantage. Moi je le vois clairement dans l'eau. Je sais que c'est une des raisons pour lesquelles je suis un mauvais nageur. C'est ça, c'est que je suis pas souple du tout, quoi. Donc j'ai du mal à tendre complètement mon bras. En plus je me suis pété une clavicule et donc j'ai perdu un peu de mobilité. Enfin tu vois, je sens clairement que je suis pas à mon avantage, quoi. Et que j'ai beau faire autant de musculation que je veux, il y a un moment, si ton mouvement il est pas nickel parce que t'es pas assez souple, voilà, c'est là que ça bloque, quoi.
Ouais, tout à fait. Ok. Du coup, tu passes professionnel après les championnats du monde, après être devenue championne du monde en catégorie d'âge. Tu termines tes études et ça se commence et là tu te dis c'est bon, je vais me donner l'opportunité de voir ce que je vaux sur le circuit professionnel. Première saison en 2020, j'imagine peut-être un peu ratée parce que il y a quand même eu pas mal de courses d'annulées cette saison-là. Ouais, bah c'est vrai que la saison a été courte. On a commencé en septembre, fin août-septembre, et puis ça s'est fini en octobre. Donc c'était très très court et intense parce que j'ai aussi enchaîné. Et t'as fait quoi? Et alors là, ça c'est quand même un moment unique dans l'histoire. Septembre-octobre 2020. Je crois que c'est le moment où les gens ont fait le plus d'Ironman enchaînés, de triathlon de manière générale. Hein, mais il y avait des gars vraiment qui se faisaient 2 Ironman en 2 semaines, quoi. Et pourtant des gens qui avaient pas forcément l'habitude de faire ça, quoi. C'est un peu, les gens sont devenus dingues. Ils s'entraînaient depuis le début du confinement. Ils étaient sur leur home trainer, et les gens étaient quand même chauds. Ils s'étaient bien entraînés. Et puis là, tout à coup, ça y est, c'est bon, on y va. Et les gens ont enchaîné les courses, quoi. Ils allaient courir partout où ils pouvaient. Ça t'est arrivé aussi? T'as fait quoi? J'ai pas fait d'Ironman, mais je suis sortie. Non. Enfin, je dis Ironman parce que c'est un petit peu c'est un peu l'extrême, tu vois, de se dire faire un Ironman en général, tu te prends quand même quelques semaines de repos après. Mais voilà, après toute proportion gardée, en tout cas les gens se sont un peu lâchés à ce moment-là, quoi. Et du coup, moi, je suis sortie du confinement. J'avais une fracture de fatigue au tibia, donc c'était compliqué. De trouver un équilibre, on va dire, entre s'entraîner normalement et faire une course. Donc on va dire que les courses, c'était mon entraînement de course à pied. J'ai fait les championnats de France de cross triathlon. J'ai fait le championnat de France de longue distance. Parce qu'en fait, en 2020, je savais pas trop si j'allais continuer Xterra ou plus me lancer dans les Alpes. Parce que j'avais un entraîneur qui était vachement plus porté sur tout ce qui est Alpha Ironman. Donc voilà, je me suis essayée au championnat de France longue distance et j'ai enchaîné la semaine d'après sur le Natureman. Donc 2 Alphes en 2 semaines. Et c'est tout. Je crois que j'ai fait 3 courses. Mais ça a été... Ouais, non, j'ai fait un autre extérieur. Pas mal, Ok. Bon, ce qui est déjà pas mal dans ce petit laps de temps... Et donc du coup, ça c'était une des questions aussi que j'avais pour toi, c'est tu t'es testé sur le triathlon de route. Ouais. Pourtant, tu viens du VTT. Souvent, il y a un peu... Enfin, il y a 2 écoles. Il y a ceux qui se disent, bah non, en fait, la route, c'est chiant. Et donc du coup, le VTT, c'est beaucoup plus fun, ce que je peux comprendre. Et puis, il y a ceux qui enchaînent vraiment les deux. Et voilà. Et toi, tu fais partie de quel groupe? En fait, je pensais que ça allait être jouable de faire un peu des deux, de faire un peu d'Xterra et d'Alpha Ironman, mais je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas du tout les mêmes filières d'entraînement. En Xterra, on a plutôt tendance en VTT à être jamais à la même fréquence cardiaque parce que ça monte, ça descend direct, on doit relancer, donc c'est pas du tout pareil. En Alpha, t'es obligé de gérer tes watts à un certain moment, à une certaine vitesse. Donc c'est vraiment différent. Après c'est aussi intéressant, je trouve. Mais c'est vrai qu'en vélo, c'est pas trop mon kiff d'être X temps sur un vélo de chrono, mais parce que je pense que j'ai tout simplement pas l'habitude d'en faire, et je pense que plus on prend l'habitude, plus on apprécie ce moment-là. Mais moi j'ai pas eu le temps, on va dire, d'avoir pu apprécier ça. Et en course à pied, faire un half, j'ai vraiment bien aimé, à ma grande surprise. C'était vraiment cool de faire ce genre de distance. Et j'ai été surprise de moi-même aussi parce que je me suis dit faire un half après avoir nagé et roulé aussi longtemps, je vais être vraiment sur les rotules. Et en fait, le corps il s'adapte vraiment bien si t'es bien entraîné. C'est assez impressionnant. Donc j'ai vite fait le choix parce que tout simplement le VTT ça m'aurait trop manqué.
Ok, mais ça reste dans un coin de ta tête. T'en feras peut-être encore un petit peu enfin, en guise d'entraînement, ou tu te mettras peut-être sur la route plus tard. J'ai fait le Life Ironman d'Aix-en-Provence cette année parce que je devais le faire en 2020, mais j'ai repoussé avec le Covid. Et je pense que ça sera mon dernier, en tout cas, pendant que je ferai vraiment du Xterra à haut niveau. Mais Okay. je pense que j'essaierai un jour de faire un Ironman. Je pense que c'est un truc que j'aimerais bien faire, ouais. Le challenge de se dire, là, je pars pour la journée et il faut que je suive mes filières. Ouais, j'aime bien cette notion-là de challenge. Et c'est vrai que en entraînement, quand je dois faire 5 ou 6 heures sur le vélo, c'est un de mes entraînements préférés parce que j'aime vraiment bien partir longtemps et vraiment être centrée sur moi-même et me poser des questions sur ma vie. Enfin voilà, c'est un truc que j'aime bien. Bon, je pense qu'en Ironman, on n'a pas trop le temps de se poser toutes ces questions-là en course, mais Bon, quand t'es sur la course, c'est vrai que t'essayes d'être un peu focus sur ta course, ou bien alors ouais. c'est que t'as juste plus d'énergie pour penser et que t'es juste en train de subir. Ça dépend un petit peu à quel moment tu te trouves dans la course. Mais c'est vrai que oui, en entraînement, clairement, t'as un côté très méditatif, hein. Quand tu pars sur des sorties longues, c'est vrai que c'est très agréable. Et est-ce que il n'y a pas aussi un aspect, enfin, il y a un aspect aussi financier quand même, parce que c'est vrai qu'on en a parlé aussi beaucoup, hein. Tu parlais notamment tout à l'heure des triathlètes professionnels qui avaient un manque de reconnaissance. Est-ce que le triathlète sur Xterra est pas a encore moins de reconnaissance que l'athlète sur route? C'est moins connu. Je dirais que voilà, Xterra, ça fait 25 ans que ça existe, enfin 26 ans maintenant. Donc c'est vrai que c'est encore assez récent, mais quand je vois en 2018, quand j'ai commencé Xterra et maintenant ce que ça devient, ça prend beaucoup plus d'ampleur. Et ça, c'est vraiment intéressant parce que l'équipe Xterra fait tout pour que ça devienne plus gros et que ça intéresse plus de monde. Ils leur ont même demandé si c'était possible de faire un Xterra en mode Ironman, donc c'est-à-dire avec les mêmes distances, mais en VTT. Voilà, donc, tu passes la nuit sur, tu termines de nuit là, ça c'est sûr. C'est 24 heures là. Il faut adapter un peu le kilométrage, mais ça veut dire que voilà, cette notion de challenge, ça plaît quand même aux gens. Et ce qui est bien Xterra, c'est que il y a des parcours complètement différents. Donc il y en a qui vont être vraiment techniques et il y en a qui vont être un peu moins techniques. Donc un peu comme en Ironman, t'as des parcours plus ou moins plats et d'autres plus ou moins montants. Et je pense que c'est ce qui plaît aux autres. Mais ouais, je trouve que Xterra c'est encore plus difficile sûrement que sur la route. Et en tant que triathlète, cross triathlète, oui, c'est encore plus difficile au niveau des partenaires parce que tu vas vendre un sport qui est peu connu et il faut vraiment que la personne soit un minimum sportif pour comprendre ton projet, quoi. Ok. Et à ce niveau-là, comment ça se passe de ton côté? Toi, tu te finances comment? Tu vis de ton sport aujourd'hui? Pas complètement. C'est vrai que c'est compliqué, mais voilà, j'arrive à me débrouiller. Donc j'ai des sponsors. En vélo, je travaille beaucoup avec la marque Liv, donc ça fait 3-4 ans maintenant. Depuis ton mémoire? Ouais. Mais non, on travaillait déjà un peu ensemble avant, mais c'est vrai que de développer le cyclisme féminin, c'est un truc qui m'a toujours animée. Et oui, si juste peut-être pour préciser, petite parenthèse, mais Liv, c'est une marque de vélo destinée aux femmes exclusivement, qui fait partie du groupe Giant. Ouais. Donc l'ergonomie du cadre de vélo, c'est vraiment fait pour les femmes, conçu pour les femmes. Et ça change quoi au niveau du cadre? Tiens, c'est intéressant parce que c'est vrai que je me suis jamais vraiment intéressé à la question. Un cadre Liv, par exemple, qu'est-ce qu'il a de différent par rapport à un autre vélo? L'ergonomie du cadre est différente.
elle est faite en fonction de la position de la femme. Donc c'est vrai que si tu compares un vélo homme et un vélo femme, tu verras que le cadre est complètement différent. Alors tu le ressens surtout en VTT. Moi, quand j'ai commencé en VTT, j'étais sur des vélos hommes. C'est vrai que la position est plus hard, on va dire, pour une femme. C'est pas pareil. Et qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis plus hard, c'est-à-dire c'est quoi au niveau de la géométrie vraiment du cadre, c'est quoi qui change? Bah, tu vois que la position, la conception est différente. C'est-à-dire que ta position sur ton guidon va être un peu plus sur l'avant et Okay. tu vas pas forcément être au niveau de tes hanches et de ton fessier plus à l'aise. Mais après, encore une fois, ça dépend de ta position, ça dépend individuellement de la personne, comment elle est conçue, ça dépend de plein de choses. Après, j'ai couru sur des vélos hommes et ça m'a convenu aussi. C'est juste que c'est différent. Ok. Et parce que fondamentalement, c'est quoi les différences entre la géométrie entre l'homme et la femme, même au niveau du corps, hein, tu vois, je veux dire, pourquoi est-ce qu'un vélo homme, par exemple, le poids est plus réparti sur l'avant, donc ça veut dire que ton cintre est un petit peu plus bas en général, t'as une position peut-être un petit peu plus agressive du coup. Pourquoi est-ce que la femme a besoin d'avoir peut-être un cintre un petit peu plus haut dans ce cas-là? Enfin, c'est quoi les explications derrière? Bah ça, je dirais que c'est vachement individuel parce que la position d'une personne, ça va être propre à ta position et à ton ressenti. C'est-à-dire que tu peux très bien faire une étude posturale, ils vont te dire il faut vraiment que tu te positionnes comme ça, c'est ta position idéale, mais si toi ton ressenti, tu sens pas forcément bien, il va falloir que tu l'adaptes en fonction. Les chiffres c'est bien, mais le ressenti c'est vraiment ton ressenti et c'est important. Si t'es pas bien sur le vélo, même si les chiffres disent que c'est ta position, il faut que tu trouves un compromis, quoi. Mmh. Ok. Ça vaudra la peine. Ça me fait penser que ça vaudra la peine de réinviter un bike fitter sur le podcast. On en a déjà eu, hein, mais je crois que ça vaudra la peine de refaire une petite passe là-dessus. C'est vrai que c'est assez intéressant. Toi, t'as peut-être des contacts justement, Alizé, sur des bike fitters féminins qui adaptent des vélos pour les femmes. Alors moi j'avais fait ma position posturale la toute première chez Lapierre à Dijon, au Lapierre Center, et j'en avais refait une deuxième au Giant à Dijon, et j'en avais refait une plus pour le chrono à Aix-en-Provence. Je me rappelle plus du prénom de la personne. À Aix-en-Provence, il a un magasin. Je me rappelle plus du nom du magasin, mais très connu, on trouvera ça. Qui a fait passer notamment Clément Mignon, Marjolaine Pierret pour la position. Sébastien Boujna, il s'appelle. D'accord, super. Ouais, il y a toujours un peu le challenge évidemment d'expliquer l'importance et les subtilités de l'étude posturale en format audio évidemment, mais on verra, on essaiera de faire au mieux. Mais donc du coup, on en était au sponsor. Donc tu disais il y avait Liv pour le vélo. Ouais. En course à pied, je suis avec Oka. Et je travaille aussi avec une jeune start-up qui s'appelle Triloop. Donc ils font des vêtements éco-responsables qui sont vraiment très bien. Donc voilà, je les aide aussi à se développer, à faire des retours sur les produits et je suis un peu dans la même optique qu'eux parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui, il faut vraiment qu'on fasse attention à notre planète. Donc je les aide aussi de ce côté-là et je trouve que c'est aussi bien qu'on montre l'exemple en tant qu'athlète. Ouais, non, c'est des jeunes entrepreneurs français que je connais bien, qui ont lancé aussi un podcast d'ailleurs sur le triathlon aussi. Donc on se suit de près avec entre Oana et Triloop. Ok, et donc du coup tout ça c'est des sponsors qui te donnent du matériel ou bien t'as aussi des apports financiers, tu peux vivre de ça? Oui, j'ai des apports financiers avec les marques.
Et en plus de mes sponsors, pendant le Covid, j'ai passé une formation de préparatrice mentale. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment développer en parallèle de mon sportif pro. Donc voilà, c'est un projet qui prend du temps parce que c'est vrai que j'ai un travail à mi-temps aussi. Je suis conseillère de développement dans une fédération multisport à Chambéry. Mais c'est vrai que sur le long terme, j'aimerais vraiment me consacrer à la prépa mentale et passer vraiment prendre le temps sur le cross triathlon. Ok, et attends, parce que quand tu parles de ton job à mi-temps, c'est quoi exactement, conseillère de développement? Ouais, je m'occupe des partenariats et des clubs et des animateurs. Donc en fait, c'est une fédération multisport. Donc c'est vraiment que loisir, c'est pas du tout compétitif. Et okay. Moi, je suis là pour aider les clubs quand ils ont besoin de moi pour faire des événements ou pour gérer les animateurs, pour les formations. Ok. Top. Voilà. Tes études en école de commerce, tu crois que tu penses que ça t'a aidé un petit peu pour les sponsors, pour l'aspect peut-être un petit peu plus financier? Moi personnellement, ça m'a aidé, mais ça m'a plus aidé sur le CV parce que sur le CV, les gens quand ils voient une école de commerce dont ils connaissent le nom, ça leur parle. Mais personnellement, si c'était à refaire, j'aurais peut-être pas fait une école de commerce reconnue parce que ça veut rien dire. C'est pas parce que tu fais une grande école de commerce que t'as toutes les compétences et plus de compétences qu'une IAE par exemple. Donc si c'était à refaire, peut-être que je ferais différemment parce que c'est vrai que ça coûte de l'argent. Et au final, oui, c'est bien sûr ton CV, mais enfin voilà, je veux dire, les compétences que tu acquiers, tu peux les acquérir aussi d'une autre manière. Oui, ok, je vois ce que tu veux dire évidemment. Et bon, c'est ce que j'ai toujours dit, hein, c'est que en général sur ta première année de carrière, tu vois, ta première année de boulot, en général, t'apprends plus que sur tes 5 ans d'études. Voilà, c'est vrai que c'est quand même souvent le cas, mais après, bon, ça reste un réseau, on va dire, et une porte d'entrée aussi, donc c'est vrai que ça, c'est... Voilà, ce qui est intéressant, c'est que, par contre, tu fais partie d'un réseau, et ça t'ouvre des portes quand même, c'est sûr. Ok. Mais donc c'est quand même c'est quand même intéressant de voir qu'effectivement sur le plateau élite en triathlon et d'autant plus en Xterra, il y en a quand même beaucoup qui ont un job à côté, quoi. Ouais. Ou tout du moins à mi-temps et qui ont besoin de ce petit laps de temps pour se lancer, quoi. Ouais. Donc c'est quand même c'est vraiment un fil rouge, quoi, qu'on retrouve. On a déjà beaucoup parlé, enfin chaque fois on le répète dans tous les différents épisodes, mais bon voilà, c'est la réalité aussi de la vie des athlètes en triathlon en tout cas. Donc voilà, contrairement au foot par exemple, c'est pas pareil. Il y a pas la même visibilité, la même médiatisation, voilà. Ok, formation en prépa mentale. T'as commencé ça quand? Du coup, j'ai commencé l'année du Covid. J'ai fait une formation de prépa mentale sur Internet. Je me suis dit, bah voilà, j'ai du temps, donc autant que ça serve. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours animée. C'est vrai que la préparation mentale et le mental, pas que dans le sport, même dans la vie de tous les jours, moi, c'est ce qui m'a beaucoup aidée. Donc c'est un truc que j'aime beaucoup et j'avais besoin d'en savoir un peu plus sur tout ça et je me suis dit j'aimerais bien aider les autres et si ça peut m'aider aussi en même temps voilà, c'est tout bénef. Donc j'ai passé cette formation. Après, à savoir que c'est pas parce que tu as fait une formation de préparatrice mentale que tu peux t'aider mentalement. Ça c'est encore autre chose. Tu peux aider les autres. Attends, parce que souvent, mais c'est ça, parce que souvent la prépa mentale, alors oui, t'as probablement des outils, t'as accès tu comprends certaines choses, mais j'ai l'impression que souvent, et c'est le même cas pour les coachs de manière générale, souvent le simple fait d'avoir une personne extérieure qui est peut-être pas forcément plus compétente que toi, mais le fait que ce soit une personne qui soit externe, elle va
plus facilement pouvoir objectiver certaines choses, pouvoir voilà, elle aura ce regard externe que toi tu n'as pas, et du coup bah c'est ça aussi la valeur ajoutée d'avoir un coach, un préparateur mental ou autre quoi. Ouais, complètement. Donc ouais, vu que je suis plutôt entourée de sportifs et c'est en voyant en fait des fois des jeunes sportifs avec peu de confiance en eux et des problématiques de ce genre que je me suis dit mais il faut que je fasse un truc, j'ai envie d'aller plus loin et d'en savoir un peu plus, et du coup voilà, c'est ce qui m'a un peu amené à faire ça. Trop bien. Et quand tu dis une formation en ligne, c'est quoi? C'est que ça vient d'une université, c'est un espèce de grand gourou qui vend ses masterclass en ligne, c'est quoi comme type de formation? C'est certifiant? Du coup c'était un diplôme certifiant que j'ai passé en ligne. Et en fait, c'était en distanciel, mais par contre, t'avais des dossiers à rendre et tu devais en même temps suivre une ou deux personnes, un ou deux sportifs, et étudier sa problématique et l'aider dans sa démarche. Donc c'était super intéressant de pouvoir aider des personnes comme ça et en même temps toi d'entraîner un peu quoi, parce que préparation mentale c'est comme un entraînement mais mental quoi. Ouais, non, c'est hyper intéressant. Et si j'ai envie de devenir, parce que ça tu dis c'est certifiant, donc ça là aujourd'hui tu as le titre. Après il y a peut-être il y a pas d'accès à la profession préparateur mental, j'imagine. N'importe qui peut se dire préparateur mental aujourd'hui. Alors en fait j'ai un diplôme de préparation mentale, mais bien sûr moi je l'ai passé en 4 mois. Il y en a qui font des diplômes en 2 ans. Bien sûr ce que j'ai fait ça remplace pas une école de préparation mentale. C'est pour ça que après il faut continuer de se documenter, il faut lire des articles, lire des bouquins, participer à des conférences. On peut pas se dire en 4 mois j'ai passé une formation et ça y est. Mais ça m'a beaucoup apporté, et je dirais avec mon expérience de sportive, j'ai rempli des cases dans ma tête et ça m'a alerté sur différents points. Et je pense que c'est un plus aussi d'être dans le sport parce que tu comprends un peu plus de choses quoi. Ouais. Oui, bien sûr, oui. C'est vrai que si t'es préparateur mental sportif mais que t'as jamais fait de sport, j'imagine que c'est plus compliqué, ou en tout cas t'as moins de crédibilité quoi. Ouais, peut-être. Et du coup, ça veut dire que tu exerces aujourd'hui comme préparatrice mentale, ou bien ça reste un truc, une passion que t'as sur le côté? En fait, je me suis pas trouvée légitime de commencer tout de suite en ayant juste un diplôme en le faisant 4 mois. Donc j'ai déjà commencé à lire des livres à côté, à me documenter, et c'est quelque chose que je suis en train de mettre en place, de me créer un site internet, de me créer un réseau, et puis ça m'arrive d'aider des personnes de mon entourage parce que je sens qu'elles en ont besoin, et ça m'entraîne aussi en même temps, et je suis ouverte en disant voilà, si jamais tu trouves que il faut améliorer certaines choses, hésite pas à me dire. Donc non, j'ai déjà entraîné des personnes, et le fait d'être sportive, etc., ça m'a ramené des personnes cette année, des personnes qui m'ont demandé, des fois des personnes en anglais, donc il a fallu aussi que je prépare ma séance, parce que c'est vrai qu'en anglais et en français c'est différent, il faut trouver les bons mots-clés et il faut que l'athlète il comprenne vraiment ce que tu veux lui transmettre. Donc oui, j'imagine c'est un peu plus complexe que je sais pas, peut-être de la nutrition, où en fait tu dis X grammes c'est X grammes et c'est facile, tu vois, alors que prépa mental il y a quand même, je pense, un peu plus de subtilité quoi. Quand tu vas voir ton psy, tu t'attends à ce que qu'il soit assez pointu sur le vocabulaire utilisé quoi. Ouais, tout à fait. Et en fait j'ai aussi remarqué que avoir une personne en visio et voir une personne dans son sport, la personne est complètement différente. Donc c'est aussi intéressant d'aller voir la personne pratiquer son sport, parce que c'est là que tu te rends vraiment compte du comportement de l'athlète, quoi. Donc ça prend aussi du temps d'aller rencontrer l'athlète et d'aller voir son sport, quoi. Et donc tu coaches des athlètes sur Xterra? Ça m'est arrivé, de travailler avec un athlète Xterra, donc du coup en anglais. Donc là c'était un peu plus facile pour moi parce que je pouvais plus facilement voir son comportement
en entraînement et en compétition, quoi. Ok. Et en général, ces demandes, c'est des athlètes élites ou bien c'est juste des amateurs qui se disent j'ai besoin de faire de la prépa mentale? J'ai eu de tout. J'ai eu une personne vraiment amatrice dans le sport, enfin, plusieurs. Et puis j'ai eu un professionnel dans le sport. Et sinon, j'ai remarqué que ça attire beaucoup les jeunes, parce que les jeunes sont beaucoup en questionnement. Quand on a 15, 16, 17 ans, voilà, la notion de confiance en soi, d'estime de soi est quelque chose d'important. Et donc du coup, ça leur fait parler, quoi. Ça, ils comprennent un peu le sens de ok, préparation mentale dans le sport, j'en ai besoin, ça m'intéresse, qu'est-ce qu'il faut faire. Mais voilà, encore une fois, il y en a qui viennent et ils pensent qu'en une séance, je vais régler leurs problèmes. Donc c'est quelque chose qui prend du temps. Ça se fait pas en une séance et c'est surtout un travail sur soi-même. Un préparateur mental, il est vraiment là pour guider l'athlète, il est pas là pour faire son travail. C'est vraiment à lui de trouver les clés et nous on est là pour l'aider à avoir ce chemin-là, quoi. Ok. Et si j'ai envie de devenir préparateur mental, par exemple, je fais ça où? C'est quoi? C'est une université, un centre de formation? Oui, tu peux être coach personnel de vie, préparateur mental, t'as des écoles pour ça. T'as vraiment plein de choses mises en place. Et puis sinon, tu peux faire des formations en ligne sur 1 an ou un peu plus court. T'as vraiment plein de choses qui peuvent être mises en place. Mais voilà, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant, et surtout quand tu fais du sport. Ok. Comment s'appelle celle que tu as faite du coup? Moi, j'ai fait la préparation LNF. Comment tu dis? LNF. LNF. Ok. LNF. Facile. Pour ceux qui sont en partenariat avec la Fédération française de triathlon d'ailleurs. Ouais, tout à fait. C'est comme ça que tu as été en contact avec eux? C'est via la FF3 ou c'est où tu as recherché une formation en particulier? Enfin, tu as recherché une formation, tu es tombé sur eux? Non, pas du tout. Ouais, j'ai recherché une formation et je suis un peu tombée sur eux. Et ce que je trouve vraiment bien, c'est que il y a de plus en plus d'entraîneurs qui font cette formation-là, et ça leur permet d'avoir ce diplôme en plus, parce que je trouve que c'est vraiment encore mieux pour les entraîneurs d'avoir cette capacité-là de préparation mentale, parce que l'athlète va être vraiment à l'écoute de l'entraîneur parce qu'il lui fait confiance, et s'il sait que mentalement il est là pour le soutenir, c'est vraiment un plus pour l'athlète. Et on le voit surtout au bord des bassins, un entraîneur de natte, si en plus il a la préparation mentale, ça fait la différence. C'est vraiment flagrant. Oui, c'est vrai qu'il y a mais je pense que j'ai l'impression que de plus en plus, c'est l'athlète exige un petit peu ça aussi de son coach, c'est qu'il puisse avoir une vision un peu 360, tu vois. Autant c'est bien qu'il y ait pour ceux qui sont vraiment à très haut niveau, ils auront besoin d'un nutritionniste qui est spécialisé là-dedans, d'un spécialiste du sommeil, etc., et d'un préparateur mental, mais je pense que sinon la plupart des coachs, c'est important d'avoir un peu ces différentes casquettes et de pouvoir s'y accompagner sur je te fais ta préparation d'entraînement spécifique triathlon, mais à côté de ça, je peux te faire aussi ta PPG, et puis je peux t'accompagner un petit peu sur les enjeux justement de préparation mentale, peut-être même d'organisation, de gestion du temps, de comment faire. Enfin voilà, vraiment être. Je pense qu'un coach a besoin aussi d'avoir un peu cette polyvalence dans les domaines de compétences, quoi. Ouais. Et puis la préparation mentale aussi, je pense que elle commence dès les entraînements que tu peux faire avec ton coach. Rien que les mots que tu peux lui glisser, ça fait déjà partie de la préparation mentale, quoi. Ouais. Ok, passionnant. On en était resté à 2020. Il s'est passé quoi ces 2 dernières années, du coup? Du coup, fin 2020, je suis partie emménager à Aix-les-Bains. Ok. Donc, je suis restée 1 an à Aix-les-Bains. Donc,
j'ai continué le Xterra. Et en 2021, une année compliquée pour moi parce que j'ai fait un surentraînement. Donc ça a été une période assez compliquée. Mais avec du recul, j'ai rencontré beaucoup de belles personnes qui m'ont aidée et qui m'aident encore aujourd'hui. Donc voilà, ça m'a vraiment beaucoup apporté. Tu dis un surentraînement, c'est vrai que bon, on en a déjà parlé sur le podcast, mais enfin, je pense qu'on pourrait y dédier un épisode entier, parce que c'est quand même quelque chose qui est assez important et qui est aussi assez présent. On parle de surentraînement, on parle aussi du burn-out du sportif, d'épuisement. C'est quoi enfin, tu peux peut-être nous définir c'est quoi le surentraînement et comment tu l'as vécu toi? Bah, alors le surentraînement, c'est quand le corps te dit stop, mais il t'a déjà dit stop, mais tu l'as pas écouté, et là il te dit stop, mais vraiment tu ne peux plus rien faire, c'est-à-dire t'as plus le choix en fait. Oui, voilà, t'arrivais à un tas d'épuisement tellement élevé que t'es obligé de ne plus rien faire. Donc moi, ça m'est un peu arrivé du jour au lendemain. J'étais en muscu et en fait je me suis écroulée de pleurs parce que j'avais une charge mentale, physique que je ne pouvais plus tenir, et c'est mon corps qui m'a lâché, quoi, qui m'a fait comprendre que c'était plus possible. Alors après il y a plein de choses, c'est un tout, quoi, il y a plein de choses dans ma vie qui ont fait que c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est vrai qu'à la base moi je suis quelqu'un qui fait du sport pour me sentir bien dans ma vie. C'est-à-dire que le sport, ça me permet de décompresser, ça me permet de me réfugier, on va dire. J'ai eu beaucoup de problèmes en étant enfant. J'ai perdu mon papa et du coup, c'est vrai que je me suis très vite réfugiée dans le sport. Et j'ai toujours eu l'habitude de faire comme ça. Dès que ça va pas, je me réfugie dans le sport. Et voilà, c'est pas forcément la bonne attitude à avoir parce que au bout d'un moment ton corps il peut plus, quoi. Donc ça a été difficile. Moi j'avais eu beaucoup de problèmes de respiration, c'est-à-dire que rien que d'aller faire des courses c'était l'enfer, quoi. J'avais l'impression d'avoir fait le sport de la journée. Vraiment déprimée, envie de rien, quoi. Tu sais pas. Tu parles du surentraînement là? Ouais. Donc ok, donc tu parles pas de il y a très longtemps. Non, là non, tu parles tu parles de 2021. Ok, donc t'as eu ce burn-out. Et du coup après ça t'étais essoufflé juste à l'idée d'aller faire tes courses, quoi. Ouais. En fait, le moindre effort que j'infligeais à mon corps, je pense qu'il se rétractait en fait, et il me faisait comprendre que c'était pas possible, quoi. Donc ouais, vraiment des maux de tête vraiment horribles, du mal à respirer, déprimé dans la vie, et puis pas savoir quoi faire. J'étais vraiment à deux doigts de revendre mes vélos parce que quand je les voyais dans mon garage, ça me dégoûtait, quoi. J'étais vraiment arrivée à un point j'aimais tellement faire ce que je faisais que ça m'en a dégoûté. Et ça, c'est difficile dans la tête de se dire de se dire que ce qu'on a aimé, on l'aime plus, et on sait pas pourquoi ça nous arrive comme ça, quoi. C'est comme trop manger de Nutella, au bout d'un moment ça nous dégoûte. Bah là c'était exactement pareil. Mais ça a duré 2 mois. Et donc t'as été comme ça pendant 2 mois et t'as consulté, t'as été voir, j'imagine t'as été voir un médecin, enfin t'as compris ce qui se passait au début? Non, au début j'ai pas du tout compris. J'ai fait plein de tests Covid, je pensais que j'avais le Covid. Après j'ai fait des tests au niveau du cerveau, j'ai fait des tests cardiaques, j'ai fait tous les tests possibles et inimaginables. Et en fait, j'ai été voir un médecin, un chirurgien à l'hôpital qui m'a fait des tests sur un vélo, et il me dit mais en fait tout va bien, votre cœur va bien, et là il m'a dit mais en fait vous êtes en surentraînement, quoi, c'est ça, quoi. Et en fait je pense que je voulais juste pas m'avouer à moi-même que j'étais en surentraînement. Je cherchais tous les autres solutions possibles, mais je voulais pas ça, quoi.
Oui, c'est ça. En fait, tu veux une explication. En fait, c'est un virus, c'est un truc. Enfin, tu vois, tu veux une explication, un truc facile entre guillemets, où tu te dis bon bah ok, dans 2 semaines ça ira mieux, ou bon au pire des cas je prends un ou deux médocs et voilà. Même si bon, moi je suis pas très médoc, mais tu vois parfois tu vois tu te dis ok, en fait il y a un problème, il y a une maladie. Bon bah ok, il y a une solution pour que je guérisse de ça, mais tu te dis pas en fait non, c'est moi qui me suis créé ça tout seul quoi. Ouais, complètement. Et le truc, c'est que tu sais pas comment faire, quoi. Voilà, c'est comme ça. Donc, après, faut être aidé, faut être suivi parce que, moi, j'avais quand même envie de continuer, mais, continuer déjà, juste pour ma santé. J'étais plus dans l'optique de faire de la compétition déjà. Ok, mais t'as continué à faire un peu de sport, mais cool, quoi. Ouais, donc, j'ai fait vraiment 2 mois sans rien. Sans rien du tout. Non, j'ai été marcher, j'ai fait des randonnées, mais j'ai pas. Des fois, ça m'arrivait, j'allais nager et puis au bout de 500 mètres, je sortais de la piscine parce que je me disais mais qu'est-ce que je fais là ? Enfin, ça me saoule, j'aime pas. Ouais. J'étais vraiment dégoûtée, donc je me suis vraiment pas forcée et j'ai repris au fur et à mesure. Le but, c'était vraiment de reprendre du plaisir. Je suis retournée à mes bases en fait. Pourquoi je fais du sport ? Parce que j'aime ça me procure des sensations. Donc voilà, c'était reprendre goût presque à la vie, quoi. Donc ouais, j'ai recommencé progressivement. Ok, j'imagine que je t'ai pas posé la question, mais t'as un coach qui te suit ? Ouais, du coup j'ai arrêté de travailler avec le coach en question. Tu t'as remis en question le coach aussi, parce que bon, le surentraînement c'est l'athlète qui se donne trop, mais normalement le rôle du coach aussi c'est un peu ça, c'est aussi d'éviter. Alors ça peut venir d'un manque d'une mauvaise communication, ça peut venir d'une ambition peut-être un peu trop importante d'un coach, peut-être enfin voilà, il peut y avoir plusieurs. Mais est-ce que toi tu l'as remis en question du coup? En fait, tu t'es dit vraiment non c'est moi, je peux m'en vouloir quand même. Je pense que c'est de notre faute à tous les deux parce que la communication était pas très présente. Moi, j'ai besoin. Mon entraîneur était pas dans la même ville que moi déjà, donc on communiquait essentiellement par mail. Moi, j'ai besoin d'avoir une communication. Je veux dire d'avoir un appel, de discuter sur ce qu'on fait, pourquoi on fait ça. D'adapter si besoin, et c'est vrai que de comprendre peut-être aussi. parce que oui, voilà, mais peut-être parce que je suis une fille, j'ai besoin de communiquer, je sais pas, mais non, mais ouais, non, enfin alors là ou alors c'est peut-être mon côté féminin, je sais pas, mais enfin moi c'est un truc. Avant j'avais un coach, tu vois, qui m'envoyait mon truc par mail. Bon, j'avais mon Excel et j'exécutais et voilà, et il y avait j'avais limite pas droit à la question, tu vois, c'était très militaire dans l'approche. J'ai changé pour un coach avec lequel je m'entraîne depuis quelques années maintenant, et c'est beaucoup mieux parce que moi j'ai besoin de poser des questions. En fait, j'ai besoin de comprendre. Je suis pas capable. Toi, je peux faire tout ce que tu veux, mais faut que je comprenne pourquoi je le fais. Sinon ça va pas. Enfin, ça va pas le faire. Même en termes de motivation. Enfin, tu vois, voilà, comme quand je vais faire du sport, il faut qu'il y ait un objectif derrière. J'ai besoin d'avoir un truc, tu vois, une raison, de comprendre la raison, le pourquoi. Et tant que j'ai pas ça, je suis incapable de dérouler quoi. Ça marche pas. C'est normal, c'est humain. Voilà, mais donc je pense pas que ce soit féminin. Je pense que c'est humain au sens large. Oui, donc non, je lui en veux pas, et avec du recul, c'est même bien que j'ai eu ce surentraînement, parce que en fait, si je l'avais jamais eu, peut-être que j'aurais jamais changé ma façon de faire et que j'aurais toujours été dans cette dynamique-là. T'as compris où étaient tes limites. Voilà. Là maintenant, donc, c'est bon. Enfin, déjà t'as compris que t'avais des limites. Ouais. Déjà. Non, mais c'est vrai, hein. Ça. Mais surtout que maintenant, le corps il se rappelle. On va dire que le corps se rappelle, et quand je fais des semaines très chargées, le corps il est là aussi pour te le faire comprendre, quoi. Ouais, non, c'est vrai que c'est passionnant comme sujet. Et par rapport à ça, justement, comment est-ce que tu gères, pour rebondir un petit peu sur ce dont on a déjà échangé avant, comment tu gères par rapport à
tes camarades de club, d'entraînement, par rapport à tes soutiens, par rapport à tes sponsors? Comment est-ce que tu leur expliques là tu vas faire une pause, la prochaine compétition peut-être tu la feras pas parce qu'en fait il y a quelque chose qui colle pas? J'ai beaucoup culpabilisé, on va dire. Ça m'a pris du temps. Et j'ai envoyé un mail à tous mes sponsors, en leur expliquant la situation, en leur expliquant que peut-être en fin d'année je ferai des compétitions, peut-être pas, mais voilà, que il y avait pas, c'était pas sûr en tout cas. Donc vraiment ils ont été très indulgents et ça s'est super bien passé, à part avec un partenaire qui pour le coup n'a pas du tout compris que en étant en surentraînement de communiquer sur la marque, ça m'était pas venu à l'esprit parce que j'avais pas du tout la tête à ça. Et pour le coup, voilà, on a arrêté de travailler ensemble. Mais sinon, les autres, on était vraiment indulgents et on a continué. Encore aujourd'hui, on continue ensemble. Ouais, c'est top. Et il y a, t'as fait face à à de l'incompréhension du coup, apparemment vis-à-vis avec un de tes sponsors en tout cas, mais potentiellement avec d'autres personnes, tu vois, parce que souvent, je pense que dans la tête des gens, le burn-out c'est un truc, c'est psychologique, tu vois. C'est en fait, c'est dans la tête. Et si t'es fort dans la tête, si tu fais de la prépa mentale, tu feras pas de burn-out. Alors que non, le burn-out c'est physique quoi. Comme tu disais, c'est ton corps qui lâche, c'est physique. Ouais, non, il y en a pour qui c'est plus le mental. Mais moi, c'est vraiment le physique qui a lâché avant le mental. C'est que des fois, j'étais... Mais c'est ça, en fait, ce que je veux dire. Je pense que le mental peut potentiellement lâcher avant. Et donc te dire, en fait, je suis un peu déprimé, je suis un peu dégoûté, j'ai plus envie, tu vois, ça, tu le sens. Mais à partir du moment où t'es un peu fort mentalement, et c'est souvent le cas des athlètes ou... tu sais, des gens qui sont assez ambitieux dans leur vie professionnelle, qui veulent monter les échelons assez rapidement, des gens qui ont ce mental important, qui ont une grande confiance en soi, en eux, du coup ils vont aller encore un peu plus loin et donc ils vont user encore un peu le corps et en fait le burn-out va devenir physique parce que le mental a pas pigé, en fait c'est le corps qui va craquer quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, je me suis beaucoup documentée sur cette période-là parce que j'ai lu que il y avait beaucoup de sports, dont notamment la natation, où il y avait beaucoup de burn-out parce qu'en fait, c'est un sport porté. Donc, avant de te blesser, c'est déjà la tête qui lâche. Et quand ça lâche, ça devient un surentraînement avant d'avoir une blessure. En fait, quand tu fais un sport qui est non porté, c'est déjà ton corps qui t'indique que tu vas trop loin avant de donner un signe mentalement. Et ce qui n'est pas forcément le cas pour des sports portés. Ouais, c'est vrai. C'est intéressant. C'est vrai que je l'avais pas vu de cette manière-là. Ok, hyper intéressant. Mais du coup, le triathlète, c'est toujours un peu, c'est toujours un petit coup de poker parce que tu sais pas, tu sais pas quel sport va te faire craquer. Mais bon, c'est un ensemble. Et je pense le que ça dépend triathlète, aussi je dirais que il doit être équilibré quoi. C'est mentalement, il faut que ça aille bien dans la tête parce que il y a 3 disciplines à enchaîner. Mais encore une fois, on fait jamais la même chose, donc ça permet quand même au cerveau de pas avoir cette redondance là quoi. Ouais, et je pense que du coup effectivement pour le triathlète ça peut être les deux, ça peut être l'un et l'autre, mais tu vois, moi je pense que j'ai connu les deux, alors probablement pas à la même intensité que toi, mais j'ai eu des blessures et parfois tu vois alors bon évidemment souvent on peut avoir tendance à penser que la blessure ça va être une blessure d'usure entre guillemets. Tu vois, mais ça peut aussi être des chutes. Moi j'ai fait une mauvaise chute à vélo pareil en 2021 où je me suis quand même fait bien mal et j'ai eu 2 mois complètement à l'arrêt. Et il y a plusieurs personnes autour de moi qui m'ont dit en fait c'est normal quoi. C'est le destin, c'est la vie qui t'a donné tu vois, qui t'a envoyé un message. Moi j'ai un peu du mal parce que je suis assez cartésien et tu vois assez pragmatique. J'ai dit non, c'est pas pour ça, c'est parce que il y a quelqu'un qui a traversé au mauvais moment et c'est juste ça, tu vois. Mais avec un peu de recul, je me dis c'est peut-être pas con non plus, tu vois, peut-être que si j'avais pas été autant tu vois dans cette logique de surentraînement, parce que c'est une période où je m'entraînais vraiment beaucoup et je bossais beaucoup aussi, donc j'étais dans cette optique-là, dans cette situation-là. Tu vois, peut-être que si j'étais pas, j'aurais peut-être été un peu plus réactif.
j'aurais peut-être été plus avenant vis-à-vis du fait que voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un qui a traversé, ou peut-être, enfin tu vois, je veux dire, c'est toute une série de petites choses, et en fait bon, au final ça se résume à des réflexes de microsecondes, hein, mais tu vois, et je pense que le signal il peut être effectivement, enfin ça peut être ça aussi, tu vois, ça peut être une blessure, même si on a tendance à dire bah non, la voiture elle a tourné au mauvais moment ou quoi. Ouais, mais bon, peut-être que si t'avais pas cet état général un peu de surentraînement, ça t'arriverait pas, quoi. Et j'ai l'impression que ça m'arrive. En fait, j'ai l'impression que ça m'arrive à chaque fois, les blessures, que ce soit à cause d'un accident, à cause de quelqu'un d'autre, ou à cause de moi-même. À chaque fois, ça arrive dans des phases où je suis un peu dans cette, tu vois, des périodes comme ça, un peu de surentraînement, quoi. Ok. Ouais, c'est souvent le cas. Ouais. Et en même temps, le côté un peu dégoûté, ça, je le vois bien, et je l'ai connu aussi, tu vois. Moi, j'adore le vélo. Pour moi, c'est un bonheur de rouler à vélo. Bah là, j'ai une grosse phase un peu longue, tu vois, avec un Ironman qui s'est décalé à chaque fois, etc. Et donc c'est vrai que ça a été un peu long. Et là, en ce moment, clairement, je lève le pied, quoi, tu vois, et j'ai limite, enfin, plus trop envie. Enfin, ça me titille, tu vois, mais j'ai plus le même truc qu'avant, mais je suis sûr que ça va revenir, hein, mais... Ouais, ça va revenir. mais bref, je vois tout à fait ce que tu veux dire. Donc okay, lève le pied au lieu de tourner les jambes. Ouais, exactement. Ce qui est pas forcément à vélo. Ok, donc 2021 sur entraînement. Ta saison 2022, c'est passé comment? Super bien. On est parti sur des bases en se disant cette année on va construire les bases. Donc on va faire ce qu'il faut pour pas se blesser. C'était l'objectif premier. Voilà, plutôt bien réussi parce que j'ai pas été blessée cette année et je m'écoute beaucoup plus depuis que j'ai eu cette période-là, donc beaucoup plus à l'écoute de mon corps et puis des événements de la vie, donc on va dire que ça a été une bonne chose d'avoir ça. Ça a été un mal pour un bien. Ok, super. Et t'as fait quoi comme course du coup cette année? J'imagine là c'est fini, là c'est bon, t'es en fin de saison, là tu peux aussi lever un peu le pied. Ouais. J'ai fait l'Xterra Grèce, j'ai fait championnat d'Europe, championnat du monde. Ça s'est vraiment bien passé. J'ai commencé l'année avec une victoire en Grèce, donc vraiment super contente. Et puis après l'année s'est bien passée. J'ai fait 3 au monde. J'ai fait 2e au championnat d'Europe et puis voilà, j'ai continué ma saison de Xterra en étant régulière. Donc la régularité a bien payé cette année. J'ai pas forcément ciblé des courses, même si il y avait des courses cibles, mais on a beaucoup joué sur la régularité de la saison pour avoir des sponsors et puis pour montrer que je peux être présente à toutes les courses. Ok. Toujours avec ton même coach ou t'as changé? Je travaille avec une fille depuis l'année dernière. Après le surentraînement, c'est elle qui m'a repris en charge. Et je travaille avec elle et un préparateur physique. Donc voilà, on travaille tous les 3 ensemble et on essaie de mettre en lien le mental, la prépa physique et puis l'entraînement des 3 sports. Tu dis avec une fille, pourquoi c'était quelque chose qui était important pour toi? Ça fonctionne mieux avec une nana? Non, mais déjà parce que quand on dit un entraîneur, on se doute pas que c'est une fille, donc du coup je préfère dire que c'est une fille. Et une entraîneuse. Une entraîneuse, ouais. Non, mais parce que aussi on a beaucoup fait attention au cycle menstruel et ça a beaucoup joué. Okay. Je pense dans la préparation et dans l'entraînement. Donc ouais, plus attentive à tout ça et puis vraiment plus de communication et peut-être que une relation femme à femme c'est différent de femme à homme, en tout cas dans le coaching, et c'est quelque chose qui marche plutôt bien, donc je suis assez contente. C'est vrai qu'il y a quand même, maintenant que tu le dis en fait, il y a quand même une grande majorité de coachs hommes par rapport aux femmes. Oui, il y a plus d'hommes que de femmes dans le coaching. Mais je pense que ça a son avantage aussi d'être une coach femme, parce que le ressenti
est pas le même. Et tout ce qui est entraînement avec le cycle, ça joue beaucoup. C'est vraiment intéressant, et en lisant des vidéos, notamment de Laura Philippe ou de ce genre de filles-là sur le longue distance, on le voit davantage que c'est intéressant de le prendre en compte. Ouais, c'était sur le podcast Juliana Antero qui bosse à l'INSEP, qui travaille là-dessus justement sur l'importance du cycle dans l'entraînement pour les femmes. Et ouais, typiquement, oui, j'imagine qu'un mec, effectivement, ce sera plus compliqué, ou en tout cas, peut-être que naturellement, il aura moins tendance à s'informer sur ce type de sujet-là. Et puis Hélène Guillaume aussi de What AI, qui travaille beaucoup là-dessus. Hélène Guillaume, tout à fait. C'est vrai que ces 2 épisodes, si vous les avez pas encore écoutés et que vous voulez en savoir un petit peu plus là-dessus, je vous les recommande. Ouais, et alors, c'est donc il y a plus de coachs hommes, et en fait, c'est ce que disait Juliane Antero aussi dans l'épisode, c'est que, alors j'ai plus le pourcentage exact, mais c'est un truc du style 80%, enfin en tout cas une grande majorité des études qui ont été faites sur des athlètes, au niveau de la performance sportive, elles sont faites sur des sujets masculins. Et donc en fait, toutes les théories de la performance sportive, en tout cas la majorité d'entre elles, s'applique pas forcément aux femmes, parce que c'est pas le même cycle hormonal, etc. Et donc il y a vraiment un biais à ce niveau-là, et c'est ça que elles essayent de faire et de changer, quoi. Ouais, complètement. Ok, belle saison quand même, 2e Europe, 3e monde, victoire sur le Xterra de Grèce, c'est une belle saison. Après être sorti d'un surentraînement en plus. Ouais, non, c'est sûr. C'est de bon augure, on va dire, pour la saison 2023. Ouais, ça veut dire que 2023, là, on va te suivre de très près. Trop bien. On se retrouvera en Belgique. Comment ? On se retrouvera en Belgique, ouais. Ah bah écoute, avec grand plaisir, je viendrai t'encourager. Tu vois, j'étais sur l'Xterra de Namur l'année passée, donc avec grand plaisir. Ok, en parlant des Xterra comme ça rapidement, il y en a combien des Xterra dans le monde ? J'ai pas le chiffre. Oula, Je sais pas. Il y en a beaucoup. En fait, souvent il y a 3 circuits. Il y a le circuit Europe, il y a le circuit États-Unis et le circuit Asie-Pacifique. Là, la particularité cette année, c'est qu'il va y avoir un ranking des Xterra Coupe du Monde. Donc il va y avoir 7 Xterra qui font partie des manches de Coupe du Monde. Et le but, ça sera d'en faire au moins 6 pour être au classement Coupe du Monde. Donc là, il y aura Taïwan, États-Unis, République tchèque, Allemagne, France, Italie. Donc on va pas mal voyager. Okay, puis juste pour précision, si vous cherchez justement votre Xterra ou votre course de manière générale, allez faire un tour du côté de devenirtriathlète.com. On a mis en ligne l'année dernière, enfin en début d'année 2022, le calendrier de toutes les courses, que ce soit triathlon sur route ou triathlon off-road, Xterra et autres, et on va faire la même chose pour 2023. Donc voilà, ça répond aussi à la question de combien il y a de Xterra dans le monde. Et allez voir sur devenirtriathlète.com. Tout à fait. Et c'est du coup, toi, c'est dans tous ceux que tu as fait pour l'instant, c'est lequel celui que tu recommanderais le plus au niveau du parcours ? Moi, j'ai beaucoup aimé, j'en ai aimé plein, mais j'ai découvert cette année le Xterra Scano en Italie, qui est un circuit très technique en VTT. Je pense que c'est un des plus techniques. J'ai vraiment apprécié. Après, le Xterra France, c'est vraiment un très beau Xterra pour plein de raisons, pour l'atmosphère, pour le parcours, pour on va dire les bénévoles. Je veux dire, les gens, ils sont vraiment, les Vosgiens, c'est quelque chose. Faut aller voir, quoi. C'est vraiment super comme organisation. Il n'y a pas à dire. Après, les Italiens aussi, ils sont pas mal. Donc Italie, lac de Garde, c'est vraiment très joli, parcours très beau, très dur. Ce genre d'endroit-là, c'est super sympa. Sinon, la Nouvelle-Zélande, c'est beau aussi, mais ça fait un peu loin, quoi. C'est un peu plus loin, quoi. Ouais, ok.
Et niveau empreinte écologique, c'est pas top non plus. Non, c'est sûr. Mais c'est clair que ça donne envie en tout cas. Ça donne envie et je pense que souvent on se dit quand on va faire un marathon, bah c'est beau parce qu'on va voir la ville, etc. On visite aussi pendant la course. Quand on fait un Ironman, bah c'est un peu pareil, sauf qu'on voit encore un peu plus de pays. Et pour le coup, le Xterra, je crois que c'est d'autant plus vrai parce que t'es dans des endroits aussi qui sont dingues, quoi. T'es pas forcément sur une autoroute de 2-3 bandes qui a été coupée à la circulation ce jour-là, quoi. T'es quand même dans des endroits assez magnifiques, quoi. Ouais, c'est clair. Ok, trop bien. Eh ben écoute, Alizée, merci d'être venue. Bah merci à vous de m'avoir reçu. Hop, attends, c'est quoi ça, Olivier? On a oublié la question qu'on pose toujours à nos invités. Et je te laisse l'honneur de clore l'épisode par ta question. Bon, on va la pimper un peu. Alizée, le podcast s'appelle Devenir triathlète. D'habitude, on demande à nos invités comment devenir triathlète. Bah, pourtant, on va te demander comment devenir une cross triathlète. Comment devenir une cross triathlète? Bah, il suffit d'avoir un peu de motivation, d'envie, de folie, et puis c'est parti. Motivation, envie, folie. Ok, top. 3 termes pour définir le triathlon, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Où est-ce qu'on te suit, Alizée, si on veut en savoir plus sur toi, si on veut suivre un petit peu ton actualité, et puis si on veut venir te soutenir sur les courses? Sur ma page Instagram et Facebook, c'est Alizée Patiès. Et sinon, sur les circuits Xterra, je serai sûrement là sur pas mal de courses. Trop bien. Patiès avec un accent, du coup, on l'a compris. Ok, génial. Et bah écoute, moi je te dis dans tous les cas, on se verra à l'Xterra Belgique certainement. Voilà, s'il y en a qui nous écoutent, qui sont là, venez nous dire bonjour. Ce sera l'occasion de boire une bière après l'Xterra. Voilà, exactement. On fera ça, on n'échappera pas à la tradition belge. Merci à toi et bonne préparation hivernale du coup pour la saison prochaine. Merci. Et nous on se retrouve la semaine prochaine. Salut à tous. Yes, salut, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.